Épreuve de DELF B2, compréhension de l'oral. Aujourd'hui, on va parler de bonheur collectif. Un pays est-il plus heureux quand il est riche? Comment mesure-t-on ce degré de bonheur dans la population? Le modèle du bonheur lancé au Bhoutan est-il transposable chez nous? Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Franck Montaugé, soyez le bienvenu, vous êtes sénateur et vous avez proposé des projets de loi pour mettre en place de nouveaux indicateurs économiques. Et bonjour Michaël Mangot, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en économie, directeur de l'Institut de l'économie du bonheur. Pourriez-vous commencer par définir ce qu'est le PIB, le produit intérieur brut? Eh bien, c'est un indicateur qui a été créé dans les années 30 et qui avait pour objectif de mesurer la croissance économique d'un pays. Il a son utilité, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas pris en compte dans le PIB et qui sont mal évalués. D'autre part, un siècle s'est presque écoulé depuis sa création et on a maintenant d'autres objectifs sociaux et politiques que le PIB ne permet plus de remplir. Donc, quand un pays est en croissance, ça ne veut pas forcément dire que sa population est heureuse? Non, car en économie du bonheur, l'indicateur le plus important sur lequel nous nous basons pour établir le classement des pays les plus heureux, c'est celui de la satisfaction de la vie, et non pas celui de la croissance. Alors, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Pourtant, les pays riches sont les plus heureux, non? On aimerait penser que non, mais quand vous regardez le classement du bonheur par pays, tout en haut, vous n'avez que des pays riches, comme les 3 pays scandinaves, Norvège, Finlande, Danemark. Les pays pauvres, eux, ne se trouvent malheureusement pas souvent en tête. Franck Montaugé, vous vouliez réagir? Oui, j'aimerais signaler qu'il peut tout de même y avoir des disparités à l'intérieur des pays riches. C'est toute la question des inégalités de revenus, des inégalités culturelles également, voire patrimoniales, etc. Et là, il y a un vrai problème, y compris à l'intérieur des sociétés développées. Alors, ce qui est clair, c'est que pour combler les limites du PIB, il y a des indicateurs alternatifs qui ont commencé à apparaître depuis plusieurs années. Au Bhoutan notamment, un petit pays qui se trouve dans l'Himalaya, qui fait la taille de la Suisse, on a l'indicateur du bonheur national brut qui existe depuis plus de 40 ans. Vous pouvez nous raconter l'histoire de cet indicateur, Michaël Mangot? Cet indicateur est né de la volonté politique du roi du Bhoutan de l'époque qui ne voulait pas être soumis au PIB. Du coup, il a mis en place un nouvel indicateur qui, petit à petit, s'est affiné au fil du temps, grâce à des rencontres avec des chercheurs en économie et en neurosciences. Aujourd'hui, le Bhoutan a donc un indicateur assez complet, qui comprend des résultats dans 9 dimensions différentes, l'éducation, l'environnement, les revenus, la culture, etc., et qui regarde combien de personnes sont au-dessus d'un certain seuil, pour chacune des dimensions. À la fin, les experts déclarent si les gens sont heureux ou pas, à partir de ces critères objectifs. Mais comment est-ce qu'on quantifie le bonheur, par exemple? Eh bien, en posant des questions très précises aux gens. Par exemple, dans le domaine de la culture, pour savoir, par exemple, s'ils participent à des festivals, s'ils maîtrisent leur propre langue, ou encore en fonction de l'artisanat local. Alors pour bien comprendre les différences entre le Bhoutan et la France, nous avons demandé l'avis de la directrice d'une agence spécialisée dans les voyages au Bhoutan. Et voici ce qu'elle nous a dit. Il n'y a pas d'agitation. Dans certaines villes, il n'y a aucun feu rouge. Vous avez encore des agents de police qui règlent la circulation. Vous voyez tout de suite que c'est un pays qui est extrêmement paisible, avec un environnement magnifique et très bien protégé. Imaginez que dans ce pays-là, l'éducation et la santé sont gratuites même pour les étrangers. Déjà ça donne un certain apaisement, hein. Puis vous allez y trouver des gens joyeux, qui aiment bien s'amuser et qui aiment bien rire. Alors Michaël Mangot, le Bhoutan, c'est le paradis ou c'est une utopie? Le Bhoutan fait partie depuis quelques années des classements internationaux sur le bonheur. Et il est 97e sur 150. La France, au dernier classement, est 23e. Elle a progressé depuis l'année dernière. Donc, comme vous l'aurez remarqué, on est très loin devant les Bhoutanais. Merci, Michaël. Franck Montaugé, ça vous fait rêver d'entendre tout ça sur le Bhoutan, vous? Alors, ce sont des réalités à connaître et intéressantes à analyser. Mais moi, je ne crois pas qu'on puisse copier des modèles qui ne sont pas ceux de notre civilisation. Il fascine les enfants et parfois même les adultes. Les nuages sont à l'honneur aujourd'hui avec le nouvel Atlas international des nuages qui n'avait pas été réédité depuis 1975 et qui est désormais disponible en accès libre sur le site de l'Organisation mondiale de météorologie. Cette nouvelle version, qui propose une dizaine de nouvelles espèces de nuages, va particulièrement intéresser les météorologues. Alors, on l'attendait depuis longtemps cet ouvrage, hein ?
La science des nuages remonte à loin. Elle a été lancée en 1802 par Luke Howard, qui a eu l'idée de les classer. C'est une science qui utilise peu l'informatique parce qu'elle est avant tout basée sur la reconnaissance visuelle à partir de laquelle les spécialistes définissent les nuages. Nous recevons pour en parler Isabelle Rudy. Isabelle Rudy, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicienne et membre du secrétariat général de l'Organisation mondiale de météorologie. Pour commencer, j'aimerais savoir sur quel élément les spécialistes se basent pour donner des noms aussi poétiques aux nuages. Eh bien, pour la plupart, ils ont des noms latins, comme pour les arbres ou les animaux, mais certains peuvent également se voir attribuer un nom lié à leur forme ou à leur hauteur. Pourquoi rééditer maintenant cet atlas des nuages ? D'une part, parce que jusqu'à présent, il n'existait qu'une version papier. Et puis, d'autre part, parce qu'entre-temps, de nouveaux atlas ont été publiés sur Internet, mais certaines classifications de nuages étaient incorrectes. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que parmi ces 10 nouvelles classifications de nuages, il y a les traînées laissées dans le ciel par les avions. On doit donc les considérer comme des nuages ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on fait une observation météorologique du ciel, on doit observer et classifier tout ce qu'il y a dans le ciel. Donc, si un nuage a été formé par l'être humain, eh bien, on doit le décrire. Mais ce n'est pas uniquement le cas pour les vols d'avions. On va également décrire dans notre atlas les nuages qui seraient provoqués par des incendies, par exemple. D'ailleurs, il est important de préciser que ces nuages liés aux différentes activités humaines sont beaucoup plus nombreux qu'il y a 30 ans, justement. Je pense notamment aux nuages produits par les usines qui se sont multipliés. Comment avez-vous fait pour réunir toutes ces photos de nuages ? C'est un travail énorme. Et pour cela, nous avons fait appel à tous les travailleurs de la communauté météorologique, mais aussi aux citoyens du monde entier, afin qu'ils nous envoient leurs photos. C'est donc une science participative.